Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, au journal du dimanche au soir, qui sera aujourd'hui marqué par ces sujets. Mesures fiscales de la loi de finances exercice 2024, ciment, modification de la taxe spécifique, déductibilité des dons et subventions retenues à la source. Nous reviendrons dans le détail sur ce qu'il faut savoir avec l'association Fiscalité et Développement Local. Et puis, métier de journalisme en situation de crise, le débat a été posé lors d'un panel initié par le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA, en abrégé. Son président sera notre invité. Nous reviendrons sur l'initiative et le contenu des échanges. Et enfin, sport, la CAN bat son plein. Que de surprises dans le premier match. Nous allons revenir sur la cérémonie de lancement, le décryptage du match d'ouverture. On en a eu encore aujourd'hui. Nous y reviendrons à travers échanges sur ce plateau. La première des rubriques pour ce qui est de ce JDS, c'est celle société. Un panel pour ouvrir, nous disions, samedi, donc hier, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA, a tenu à Ouagadougou un panel public, la thématique métier de journalisme en situation de crise. Un panel qui avait pour objectif donc de débattre sur une question importante en cette période de crise, à savoir la pratique du journalisme tout en travaillant à éviter de faire le jeu de l'ennemi. Cela a été posé en débat. Quelquefois des contradictions, on le dira. Nous reviendrons en échange sur ce plateau sur le contenu, mais on essaie de revisiter aussi ce qui a été dit, et c'est à travers ce reportage de Mamie Diana Kamambou. Le traitement de l'information en période de crise, c'est la problématique abordée au panel organisé par le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. En cette période de lutte contre le terrorisme, les hommes et les femmes de médias doivent faire preuve de professionnalisme, a souligné le journaliste Dieudonné Zungrana. Il faudrait, selon lui, traiter les sujets de façon à encourager les forces de défense et de sécurité au front. Prudence et responsabilité doivent être les maîtres mots du journalisme, tout en ayant l'éthique et la déontologie chevillées au corps. Voilà. Il doit tenir compte des lois en vigueur, comme je dis. Ce n'est pas de la soumission aux autorités du pays, mais c'est une bonne compréhension de la liberté de presse et d'expression. Un État failli, ça n'arrange personne, ni le journaliste, ni personne. Et parce que d'abord, nous sommes d'abord des Burkinabés, on n'est pas désincarnés. Un journaliste est d'abord l'homme d'un pays, nous sommes d'abord des Burkinabés. Donc aujourd'hui, je pense que, est-ce que tout est bon à dire aujourd'hui dans le contexte actuel? Non. Métier de journalisme en situation de crise, c'est sur ce thème que s'est tenu ce panel. Selon les RISA, le panel a permis de discuter sur des questions d'enjeux publics. Il est important de nos jours de discuter sans langue de bois sur le traitement de l'information en cette période difficile pour le Burkina Faso, a laissé entendre Imhotep Bayala, membre du RISA. Est-ce que c'est concevable qu'au nom de l'objectivité et de la déontologie, du statut qui revient à un média, d'être un média professionnel et traitant de façon impartiale l'information, est-ce qu'il lui est habilité, d'un point de vue de l'éthique et de son appartenance à un État, de présenter ces faits-là de façon égale? Voilà la thématique qui nous mobilise ce matin, et nous avons trouvé des panélistes variés, très intéressants. Et pour nous, l'idée, c'est de poser le débat sans complaisance et d'envoyer et de convoquer toutes les parties. Notons que ce panel a permis de traiter des sous-thèmes tels que la communication et construction des idées dominantes, l'expression des libertés individuelles et collectives en situation de crise, quel regard du juriste, quelle presse pour le Burkina Faso en crise, et réseaux sociaux, comment éviter ces pièges sans fin. Le panel, donc, c'était hier. Comme on a vu sur le présidium, plusieurs panélistes qui étaient là, des conférenciers aussi présents. Nous sommes avec Adama Amadé Sigiri, qui est le président du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Vaha. Un plaisir de vous avoir. Oui, c'est moi qui suis aussi très content d'être là, de retrouver ce plateau qui m'est familier sur Free TV. Sans contradiction aujourd'hui. Oui, effectivement. On les dit là. Voilà. Le RISA, on connaît un peu aussi ses postures. RISA, c'est vous qui en êtes aussi l'un des visages connus, notamment sur le sujet qui a été abordé. Pourquoi y aller? Pourquoi initier un débat sur la question du journalisme en situation de crise? Oui, avant tout, je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024, parce que c'est la première fois que je viens sur le plateau. Vous souhaitez vraiment beaucoup de santé à tous les travailleurs de Free TV et aussi
aussi la paix pour toute la nation burkinabé. Demandez à Dieu de vous accompagner dans ce formidable travail de journalisme que vous êtes en train de faire ici. Et moi, je suis disponible à vous accompagner encore en 2024, comme je l'ai fait en 2023. Voilà. Merci beaucoup et je suis vraiment très content d'être là. Je suis le coordinateur national du rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Et effectivement, d'abord, le rassemblement regroupe beaucoup d'associations, des hommes et des femmes, qui veulent réfléchir sur des situations existentialistes, qui veulent se poser des questions existentialistes et des questions aussi contextuelles. Voilà, nous estimons que le Burkina Faso et même l'Afrique, pour ne même pas dire surtout les pays du Sahel, affrontent un tournant fort décisif de l'histoire. Et nous voulons profiter de ce tournant-là pour donner une autre donne politique à ces trois nations, surtout le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, c'est partant de ces convictions, partant de ces objectifs que nous avons organisé ce panel. Nous avons organisé aussi un autre panel de par le passé. Et hier, 13 janvier, nous avons organisé ce panel sur le thème « Métier de journalisme en situation de crise ». Donc, c'était le thème principal. Il y avait aussi des sous-thèmes. Et nous avons fait appel à des hommes vraiment très bien appréciés, à des journalistes émérites, en tout cas, je dirais à la crème de l'intelligentsia burkinabé pour venir débattre de ces sujets-là. Mais ce qui est ressorti dans les échanges, parce que c'est pour ça aussi que nous vous avons ici, c'est que même ceux qui sont dans le métier ne s'entendent pas presque sur les limites, pas seulement les limites à avoir, mais comment même on fait ce métier dans le contexte actuel. J'ai répété tout à l'heure, le RISA, on connaît un peu aussi sa posture là-dessus. Vous êtes un peu surpris de l'antagonisme qu'il y a à l'intérieur, à travers même des professionnels du métier? Oui, nous avons voulu un panel ouvert, en donnant effectivement la voix à des gens qui pourraient ne pas avoir le même point de vue. C'était vraiment ça aussi notre objectif. Et hier, effectivement, ça peut être surprenant, mais on a constaté effectivement qu'il y avait des journalistes professionnels, très bien professionnels sur le plateau, qui effectivement n'ont pas la même lecture du journalisme en situation de crise. Et ces deux journalistes, il faut les citer, c'est Moussa Savadogo et Dieudonné Zoumrana, qui est un journaliste émérite que j'apprécie beaucoup. Quand ils donnent leur lecture, on voit que quand on les croise, il y a quand même une différence. Donc c'est d'abord pour dire que on se demande, les journalistes eux-mêmes ne s'entendent pas sur la pratique de leur métier en période de crise. Il va de soi tout naturellement que les populations aussi soient divisées sur la pratique du journalisme en situation de crise. Sigrid, on ne va pas faire dans la langue de bois, on vous a souvent sur notre plateau ici. Vous estimez que on doit revoir un peu aussi certaines plumes, on doit revoir un peu certaines façons de voir dans le métier, parce qu'on a pris comme ça c'est la question de certaines libertés et on l'a mis presque au-dessus de tout. Quand vous écoutez les différents argumentaires qui ont été donnés, chacun se tient d'une certaine façon. Non, si vous dites que j'estime, je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça. Non, nous disons que tout est contextuel. Tout se passe dans un contexte donné. Un pays qui est en paix ne peut pas avoir les mêmes habitudes qu'un pays qui est en crise. Un pays qui est dans une situation de guerre. Le Burkina Faso était dans une situation de paix par le passé. Mais aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 ans que nous sommes dans une situation de guerre. Même individuellement, quand on est malade, on n'a pas les mêmes comportements que quand on est en bonne santé. Quand on est malade, quand on est en bonne santé, on va où l'on veut aller, on se balade, on va partout. Mais quand on est malade, couché, que ce soit à la maison, ou bien sur un lit d'hôpital, naturellement, les pratiques changent. Donc, nous disons que tout est contextuel, et comme le ministre Emmanuel Ouedraogo, qui est même votre confrère l'a dit, il n'y a pas de journalisme hors sol. Il n'y a pas d'éducation aussi hors sol, il n'y a rien hors sol. Tout se passe dans un contexte sociologique, dans un contexte politique, dans un contexte anthropologique. Partant de ce constat scientifique, parce que moi je voudrais parler de façon scientifique, c'est ce que j'ai eu à apprendre à l'université, nous disons que le journaliste doit tenir compte de beaucoup de choses quand on est dans une situation de crise. Objectivement dit, on ne peut pas exercer le métier en période de paix comme on l'exerce en situation de crise. Et effectivement, lors du panel, c'est ce qui est ressorti. Même s'il y a d'autres qui restent campés sur des positions, en tout cas, Dieudonné Zoumrana est catégorique sur sa position, et il n'y a pas de journaliste désincarné. Et franchement, cette phrase m'a beaucoup plu parce qu'elle résume
toute la réalité que nous vivons aujourd'hui. Personne même n'est désincarné aujourd'hui au Burkina Faso. Il n'y a pas d'enseignants désincarnés, il n'y a pas de juges désincarnés, il n'y a pas d'infirmiers désincarnés. Tout le monde au Burkina est incarné d'une manière ou d'une autre par cette situation de crise. Et ça, c'est une réalité. Comment vous arrivez, parce que on vous sent dans vos prises de parole très souvent, sur les plateaux et même dans vos écrits que vous publiez, mais c'est que comment est-ce qu'on arrive à s'expliquer que cette même presse parce qu'on parle de la guerre comme si ça a commencé aujourd'hui. Ce terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui. Il a eu des effets vraiment difficilement supportables pour les Burkinabés depuis Roch Kaboré jusqu'à maintenant. Mais c'est comme si c'est maintenant que l'on pose le problème de la façon dont cette presse-là se positionne sur le traitement de la situation dans laquelle nous sommes. Alors que pendant longtemps, on l'avait vu comme celle-là qui levait le lièvre, qui posait le problème et qui a aidé par moment aussi à ce que certaines vérités soient dites, même sur des affaires... voilà. Oui, mais c'est vrai, moi je vous comprends parfaitement. Personnellement, je n'ai rien contre les journalistes. Et je le dis toujours parce que moi-même, je suis très proche de ce milieu. J'ai beaucoup d'amis qui sont des journalistes. La preuve, vous êtes un. Voilà. Je n'ai rien contre les journalistes. Mais le problème, c'est quoi? Depuis le temps de Roch, moi j'ai toujours eu cette lecture-là. Le journalisme en période de crise doit être différent du journalisme en période de paix. Maintenant, vous dites que les choses semblent commencer aujourd'hui. Oui, les choses semblent commencer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle donne, qui est une donne vraiment guerrière. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, tout le monde sent que la guerre est réellement engagée. On était dans une situation de guerre avec un gouvernement, vous m'excusez, le MPP, qui n'avait pas le comportement d'un pouvoir en période de guerre. Et ça fait partie de ceux même qui ont interpellé les MPP plusieurs fois. Moi, je me considère toujours comme l'un des meilleurs conseillers du MPP. Je leur ai dit, en période de guerre, vous ne pouvez pas laisser les journalistes travailler comme si on n'était pas en période de guerre. C'est comme l'utilisation des réseaux sociaux. Je fais partie de ceux qui ont dit qu'il faut réguler l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne peux pas accepter qu'une attaque se passe à Dibo. Il y a des soldats burkinabés qui ont été tués, qui ont été assassinés, et que quelqu'un prenne les images d'un soldat pour venir balancer sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas accepter ça. Et autant de Roch Marc Christian Kaboré, il y a des gens qui le faisaient. Sitôt qu'il y a eu une attaque, sitôt les images circulent de nos soldats morts, de nous, nos soldats, de nos frères morts, circulent sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit, réguler l'utilisation des réseaux sociaux. De la même façon, je leur ai dit, il y a certains journalistes qui étaient campés sur leur position pour dire que non, on présente tout. Je leur ai dit, non, il faut réguler l'utilisation et le métier de journalisme en période de guerre. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est même pas une exception. C'est une suite logique. En France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été comme ça. On a contrôlé le métier du journalisme. Aujourd'hui, en Ukraine, le métier est contrôlé. En Israël, c'est contrôlé. En Russie, on n'en parle pas. Donc, nous ne demandons rien d'exceptionnel aux journalistes. Nous disons seulement aux journalistes de savoir que c'est parce que le Burkina Faso existe, c'est parce qu'un espace géographique appelé Burkina Faso existe, que chacun a un espace pour poser ses pieds. Si les touristes prennent cet espace géographique-là, on exerce le métier où? Non, c'est cette réalité-là. Donc, c'est une lecture scientifique, c'est une lecture sociologique que nous sommes en train de faire. Et nous avons appelé ces gens-là, nous, le RISA est considéré comme, en tout cas, des gens, en tout cas, d'un certain niveau. C'était un panel de haut niveau. Nous avons appelé des experts, des spécialistes dans leur domaine pour venir donner les lectures de la situation. Donc, si au temps de Roch, on ne l'avait pas fait, je suis désolé, mais c'est parce que le gouvernement MPP ne comprenait rien de la politique en période de guerre. Tout à l'heure, vous disiez par exemple qu'il y a des images, par exemple, de nos forces, de nos éléments morts qu'on a vus circuler et tout. Oui. Mais est-ce que, au fond, ça, c'est le fait de médias? Dans les médias sérieux, vous n'en avez pas vu? Non, ce n'est pas le fait des médias. Est-ce que ce n'est pas le problème qu'on ne fait pas porter quelquefois le chapeau aux médias pour ce qui est fait par le commun des Burkinabés dans leur communication, dans leur façon d'être, dans les espaces nouveaux? Oui, monsieur Vara, ça j'ai pris un exemple avec certains activistes. Mais même dans les médias, en période de guerre, il faut reconnaître qu'il y a certains journalistes qui continuent de dire qu'on peut avoir une certaine neutralité en période de guerre. On a vu ce qui s'est passé avec certains médias qui ont été suspendus. Je ne vais pas citer leurs noms. Voilà. Mais si en période de guerre, vous interviewez l'ennemi, mais dans quel but vous interviewez l'ennemi en période de guerre? Dans quel but? Quel est votre objectif en interviewant un ennemi qui veut nuire à la nation? Quel est votre objectif? Si en période de guerre, quand l'ennemi attaque et fait des morts, vous mettez l'accent sur les morts des ennemis. Et quand l'armée burkinabé fait des morts et gagne des combats, vous n'en parlez pas. Ou bien vous faites de ça, ce n'est pas la une. Non, ce sont les victoires qui doivent être la une en période de guerre.
Et comme Dieudonné Zoungana l'a dit, je l'ai vraiment apprécié, on ne vous demande pas de soutenir les autorités. On demande de soutenir le Burkina Faso parce que le Burkina Faso, c'est notre nation. Moi, je suis burkinabé. Je ne soutiens pas le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais repartir dans mon village et je mène ce combat pour moi-même d'abord repartir dans mon village. Parce que je suis le fruit de mon village. Mon âme se trouve dans mon village. Donc, ce qu'on demande aux journalistes, c'est ça. Et les informations que vous donnez doivent être des informations sélectionnées. Si l'information avantage le Burkina, on vous demande de mettre l'accent sur ça. Si l'information est une information qui avantage les terroristes, on vous dit simplement de taire. Et ça, c'est pas trop demandé. Voilà. Quand le pays va retrouver la paix, on reprend les choses normalement. D'accord. Vous dites Dieudonné Zoungana, vous l'aimez bien. Mais bon, il y avait un autre, c'était Moussa Savadogo. Non, j'aime Moussa Savadogo, très bien. Il a dit quelque chose. Il a dit qu'on a réussi à transformer les médias burkinabés en agences de communication. Ah oui, effectivement, Moussa Savadogo. Au fond aussi, ça c'est aussi un reproche que beaucoup font. C'est que les médias sont à la fin aussi un genre de vitrine. Ce sont des plateaux qui sont ouverts pour que l'exécutif vienne expliquer ce qu'il fait, pour que celui qui porte l'action et la décision vienne faire comprendre aux autres ce qui est en train d'être fait. Mais aujourd'hui, on se limite pour une certaine presse seulement à des communiqués, donc qui sont le relais de communiqués. Quand vous voulez qu'ils jouent pleinement leur rôle, il faudrait aussi, pour moi, de ce côté-là, voir comment faire des efforts. Est-ce que ça, c'est une critique que vous entendez? Mais c'est vrai, vous savez, moi, mon problème est que moi, je suis réaliste. Moi, je préfère voir les choses en face de moi. Moi, ça aurait dit qu'on a réussi à transformer les médias en agences de communication. Mais les médias, même avant même la guerre, étaient plus ou moins des agences de communication. Chaque média avait plus ou moins sa ligne éditoriale, comme vous l'appelez. Quand moi, j'écoute les radios au Burkina Faso ici, je suis la télévision à travers même mon portable. Mais quand vous écoutez les médias, quand vous suivez les chaînes de télévision, ce n'est pas la même lecture. Donc avant la crise, même les médias étaient plus ou moins des agences de communication. Maintenant, nous sommes dans une période de crise. Dans une période de crise, il va de soi que les médias soient des agences de communication. Et ce n'est pas seulement ici. Là où nous-mêmes on prend l'exemple, là, ça se passe comme ça. Quand la France était en guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, les médias français étaient des agents de communication. Aujourd'hui, même les médias français sont des agents de communication pour l'Ukraine. Tout comme les médias ukrainiens et tout comme les médias russes sont des agents de communication pour la Russie. Mais il n'y a rien d'exceptionnel de cela. Les médias plus ou moins ont été des agents de communication. Les médias ne relatent pas les choses de la même manière. Moi, je suis écrivain, j'ai organisé j'ai présenté mes livres combien de fois, j'ai organisé des conférences de presse combien de fois. Mais quand j'organise souvent des conférences de presse, les journalistes viennent. Souvent, je m'amuse souvent à recouper l'information des journalistes. Souvent, je ris seul. D'un média à un autre, vous vous demandez est-ce que les journalistes ont assisté à la même conférence de presse. Chaque journaliste vous répare dans son média et met l'accent sur la partie qui l'intéresse et non pas sur toute la conférence. Et c'est comme ça. Je ne vais pas citer des exemples parce que je ne vais pas incriminer des médias. Mais moi, j'invite simplement les journalistes à reconnaître certaines réalités. La neutralité sur cette terre-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, je ne dirais pas comme l'autre que c'est un faux débat. Mais quand on écoute certains, quand on écoute certains, ce qu'ils disent, ce n'est pas la neutralité non constructive, c'est pas de ça qu'ils parlent. Oui. Mais c'est de vouloir les changer en outil de propagande seulement. Alors que il y a la réalité des métiers aussi qui se fait. Vous aimez employer le mot scientifique, mais qui se fait de façon scientifique. Beaucoup sont les éléments que les journalistes taisent parce qu'ils savent être impactants négativement. Donc c'est des choix de péréquation qui sont faits journalièrement et quotidiennement. Vous avez employé, M. Vaha, un mot qui m'intéresse beaucoup, les mots scientifiques. Moi j'aime les sciences. Mais ce que je vais vous dire est que la science elle-même, elle est évolutive. La science évolue. Même les sciences, sauf les sciences exactes. Les mathématiques 1 plus 1 égale 2 depuis que nous étions à l'école jusqu'à présent, nos enfants, on dit à nos enfants que 1 plus 1 égale 2. Quoique les chiffres 1 ne soient pas une évidence, nous en philosophie, il faut encore démontrer les chiffres 1. Mais quand on rentre dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, le journalisme, la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, ce ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences humaines, ce sont des sciences sociales. Et les sciences humaines et sociales évoluent selon le contexte. On demande aux journalistes d'accepter que le journalisme évolue selon le contexte sociologique. Et le contexte sociologique aujourd'hui est que c'est un contexte de crise. Les sciences humaines ne sont pas dans la fixation. Ça n'existe pas. Le sociologue se comporte par rapport au milieu sociologique. L'anthropologie, c'est un regard anthropologique sur une société, sur une communauté donnée. La psychologie, elle est plus ou moins individuelle par rapport à un groupe, au groupe de personnes que nous avons. Le journalisme, c'est la même chose. Le journalisme dans un pays de paix et le journalisme dans un pays de crise, il faut que la science journalistique évolue selon le contexte.
C'est comme je l'ai dit, et ça se passe. Vous trouvez que dans la loi du plus grand nombre, le journaliste burkinabé n'a pas évolué selon le contexte? Non, le journalisme burkinabé a évolué selon le contexte. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, monsieur Vaz, j'ai une grande admiration pour vous, j'ai une grande admiration pour... j'ai besoin de le citer, Aubin Guébri, que j'apprécie très bien, mais qui sont des journalistes très professionnels, très reconnus. On ne vous reproche quoi, pratiquement rien. Mais il y a certains de vos confrères qui veulent utiliser votre métier de journalisme là pour faire autre chose, pour dire que non, on se passe de l'éthique. Le journalisme ne peut pas se passer de l'éthique et de la morale. L'éthique, c'est la science des valeurs morales. Aujourd'hui, vous avez quel intérêt, par exemple, un Burkinabé a quel intérêt à dire que lors d'une attaque, que 100 soldats sont tombés quelque part? Vous avez quel intérêt à dire ça? Et souvent, peut-être que les terroristes peut-être ont tué un chef militaire, mais eux-mêmes ne savent pas que le chef militaire est mort. Et les journalistes viennent prononcer que lors de l'attaque, un tel capitaine est décédé là-bas. Vous avez quel intérêt à dire ça? Vous gagnez quoi concrètement? Non, moi je suis des gens que vous avez déjà vus? Hein? Souvent, plus ou moins, pas ici à Free TV. Pas ici à Free TV, mais on a déjà vu des journalistes se comporter comme ça. Moi, je suis un philosophe et j'aime poser le débat sur l'angle éthique, sur l'angle de la morale. Voilà. Sur l'angle de la morale, j'ai quel intérêt à dire que les journalistes continuent, les terroristes sont en train de massacrer nos soldats? On met l'accent sur la victoire de nos soldats. Quand les soldats gagnent des victoires, on célèbre ça. Quand ils ne gagnent pas les victoires, on les encourage, on ne les démotive pas. C'est tout ce qu'on demande. Ça, ce n'est pas soutenir un régime politique. Moi, j'ai été plus ou moins dur envers le régime du MPP. Je demande aux gens d'aller voir mes publications. C'est où j'ai publié pour dire que les soldats burkinabés ont subi des défaites. Au contraire, quand il y a des défaites, je publie pour encourager. Plusieurs fois, je l'ai fait. Mais tout ça, c'est ce qu'on demande aux journalistes. En France, ça se passe comme ça. En Ukraine, ça se passe comme ça. Il y a quoi d'exceptionnel qu'on vous demande ici? C'est parce que le pays existe que le métier de journaliste existe. Et nous tous, nous avons besoin que ce pays existe pour que le métier existe. Et j'ai aimé l'analyse de Dieudonné Zungrana, que je trouve une analyse très scientifique, très posée, très sociologique et très anthropologique. Moi, j'ai fait un master en communication, je vous l'ai dit. Je suis allé pour faire un master en communication, juste par curiosité, pour voir ce que vous apprenez là-bas. On connaît bien vos... Je répète toujours, on connaît bien votre position, pas du visa, sur cette question-là. Mais vous avez initié ce panel-là. Est-ce que Mamadou Savadogo n'était pas à la fin fait valoir? Parce que depuis, c'est Dieudonné que vous citez. Et à la fin, est-ce que... Non, est-ce que ça n'a pas été ça? Savadogo n'était pas un faire valoir. On l'a appelé pour qu'il y ait aussi une autre... Pas parce qu'il ne pèse pas. Non, pas parce que quand je dis faire valoir, il faut qu'on se comprenne. Je veux dire qu'on connaît vos positions, on connaît tout ça. C'est pour dire que vous n'avez pas été unis, comment on appelle ça, dans sens unique dans ce que vous initiez. Voilà, on a voulu donner, comme j'ai dit dès le début, on a voulu donner la chance à beaucoup de personnes de donner leur point de vue. Parce que si on appelait simplement des gens qui vont venir dire non, la pratique du métier de journalisme doit s'accommoder à la période, à cette période de crise, bon, on allait dire que le RIJA vient pour donner sa lecture des choses. Donc, nous sommes d'accord pour la diversité des opinions. Nous sommes d'accord pour la liberté d'expression. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons ouvert ce panel-là. Nous avons appelé aussi le docteur Wandaogo qui a parlé de l'expression de liberté individuelle et collective en situation de crise sécuritaire. Quel est le regard des juristes? Et lui aussi, il a donné un regard purement un regard de technicien de droit. Voilà, que nous avons apprécié à certains niveaux, mais qu'à certains niveaux aussi, peut-être, nous n'avons pas assez apprécié. Donc, le panel était vraiment ouvert. Ce que M. Savadogo a dit, je ne suis pas contre. Je prends acte, mais seulement j'ai trouvé que c'est assez théorique. Voilà, quand aujourd'hui, par exemple, M. Savadogo dit qu'il y a une différence fondamentale entre le journaliste et le communicateur, théoriquement, et effectivement, quand vous faites de la communication, moi, lors de nos masters en communication, c'est ce qu'on me dit. C'est théoriquement. Mais quand vous rentrez sur la pratique, moi, j'ai un regard sur la pratique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pratiquement tous les journalistes font de la communication d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un fait. Et moi, je préfère me baser sur les faits pour analyser la chose que de rester dans une théorie qu'on a du mal à appliquer dans une situation pratique comme celle du Burkina Faso. D'accord. C'est vrai qu'on est au terme de notre échange. L'actualité pour laquelle je vous ai appelé, je l'ai vidé. Oui. Maintenant, j'ai aussi avec moi forcément le coordinateur national du RIJA, Ahmad Adama Sigiri. Ces derniers temps, vous faites aussi, vous cristallisez les attentions. Et il y a eu un communiqué de la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina. Je pense il y a une affaire de diffamation qui vous concernerait pour des propos que vous auriez tenus. Et on parle d'une affaire en justice.
Oui, effectivement, c'est une vérité et je dois aller répondre demain matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. La CTB a entamé un processus tout à fait normal. La CTB estime que moi, je l'ai diffamé. Donc, on va aller au tribunal, on va nous écouter et je pense que les juges sont très professionnels. Moi, j'apprécie, je n'ai rien contre la justice burkinabé, j'apprécie l'institution judiciaire et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Parce que certains vous prêtez l'intention de craindre un peu comment dire cela, ce fait-là qui est logique. Lorsqu'on a tenu sur sa page Facebook des propos, il faut accepter de répondre. Non, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Tous ceux qui connaissent Adama Amadé Sigiri savent que toute ma vie a été une vie d'épreuve. Je ne suis pas né dans le beurre, hein. J'ai affronté toutes les difficultés. Ce qui va se passer demain pour moi, c'est la moindre difficulté peut-être que je vais vivre. J'ai vécu de plus grandes difficultés que ça dans ma vie. Donc, tous ceux qui me connaissent, tout mon entourage, les gens savent que si la peur existe quelque part, en tout cas, ce n'est pas dans mon camp. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le coordinateur national du RISA. Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Vaha. C'est moi qui étais très content d'être là. On reste toujours dans la partie société. On va passer à une autre conférence qui s'est tenue toujours à Ouagadougou. Cette fois-ci, celui-là a concerné la révision constitutionnelle avec d'éminents juristes et professionnels donc, de ce secteur qui est le droit, notamment la Constitution. On a vu le professeur Souma, on a vu le docteur Aristide Béré, tous se prononcer sur ces changements-là. On vient à travers ce reportage dans la partie société pour terminer. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours en termes techniques. Cela signifie qu'en matière constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Il a dit son dernier mot. Le débat est donc clos, mais scientifiquement, la discussion sur ce sujet est possible pour apporter une amélioration si nécessaire. C'est du moins l'avis du professeur Abdoulaye Souma et c'est toute l'importance de cette conférence publique. Constitutionnaliste, le professeur Abdoulaye Souma a axé sa communication sur le rapport qui existe entre légitimité démocratique et la révision constitutionnelle du 30 décembre 2023. Selon lui, la légitimité institutionnelle dans ce contexte est inattaquable et indépendante de la régularité constitutionnelle. Est-ce que les institutions qui sont intervenues ont la légitimité démocratique pour le faire? J'ai déjà dit que cette question importe peu du point de vue de la régularité de la Constitution. Parce qu'il faut retenir, pour résumer la théorie constitutionnelle, qu'en matière constitutionnelle, ce qui importe, c'est l'effectivité institutionnelle dans les fonctions officielles. Le chef de l'État, l'Assemblée législative de transition ALT et le Conseil constitutionnel sont donc légitimes dans ce processus de révision de la Constitution. Mais ce processus du point de vue technique est critique selon le professeur Abdoulaye Souma. À en croire ce dernier, le processus a été quasi confidentiel et trop accéléré. Le problème que ça pose, c'est le problème de ce que j'ai appelé la durabilité institutionnelle. Parce que si vous n'êtes pas intervenu dans le débat pour ces remodélages constitutionnels et institutionnels, dès lors qu'il y a changement de régime, et forcément il y en aura un jour, celui qui arrive, s'il n'a pas compris le sens des modifications, forcément, il va revenir là-dessus. Et dans un pays, du point de vue du calibrage institutionnel, on ne peut pas passer le temps d'année en année à changer l'architecture institutionnelle. Ça crée une instabilité et une absence de lisibilité dans la trajectoire du développement du pays. Selon notre conférencier du jour, en matière constitutionnelle, il vaut mieux s'accorder avec le peuple avant tout changement. Et pour cela, il faut laisser place au débat, ce qui n'a pas été le cas au Burkina Faso. Il a aussi noté que la phase de l'appréciation du processus de révision de la Constitution n'a pas été observée au Parlement le 30 décembre dernier. Une phase autonome et très importante selon le professeur Souma. Il interpelle donc l'ALT et le Conseil constitutionnel sur le respect de cette phase d'appréciation. Nous reformons la partie société du CJDS et ouvrons une autre frange, c'est celle économie.
Dans les titres, nous le disions déjà, nous l'annoncions, mesures fiscales de la loi de finances exercice 2024, un sujet que nous allons aborder, mais avant, retour sur les ambitions de la Direction générale des impôts, 1700 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Le directeur général des impôts l'a rappelé au cours d'une conférence de presse, c'était à l'occasion de la 9e rentrée fiscale 2024. Ce fut aussi le moment du bilan pour ce qui est des activités menées par la DGI l'année 2023. On y revient avec Mamie Triana Kamambou. L'année 2024 sera un défi pour la Direction générale des impôts en matière de mobilisation des recettes. En effet, elle devra recouvrer près de 1700 milliards de francs CFA à tout budget confondu. Et au titre du budget de l'État, il est attendu 1565 milliards de francs CFA, soit un bond de 21,31% par rapport aux objectifs de 2023. Pour réussir ce challenge, la DGI s'attellera à mettre en œuvre son plan stratégique et les orientations spécifiques des autorités. Pour les budgets des collectivités territoriales, 43 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 42 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,75%. Au total, sur ces deux types de budgets, sur une prévision de 1333 milliards de francs CFA, la contribution des particuliers et des entreprises a pu être canalisée et mobilisée à hauteur de 1305 milliards, donc soit une performance globale de l'ordre de 98%. Cette rencontre a été l'occasion pour la Direction générale des impôts de faire le bilan de l'année 2023. À la fin du mois de décembre 2023, les opérations ont permis d'engranger des recettes substantielles. Pour le budget de l'État, 1262 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur une prévision de 1290 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,79%. La DGI a donc enregistré une progression du niveau des recettes de l'ordre de près de 47 milliards de francs CFA. L'accent a été mis cette année sur des mesures de sécurisation de l'assiette pour optimiser le recouvrement, des mesures de mobilisation conséquente de ressources au profit du fonds de soutien patriotique et des ajustements techniques qui devront améliorer l'administration et le rendement de l'impôt, mais aussi un paquet significatif d'exonérations fiscales pour accroître la résilience de notre pays, accompagner la politique du gouvernement en matière de promotion de la production nationale, de l'actionnariat populaire et également de logement décent à travers la promotion immobilière. Et au titre de la promotion du civisme fiscal, la DGI envisage poursuivre les actions entreprises au cours de l'année 2023 avec un accent particulier sur la digitalisation de la chaîne foncière, la communication, la mise en place de la facturation électronique certifiée et la mise en œuvre des prérogatives en matière de recouvrement. Nous voilà donc de plein pied dans des questions économiques. Tout à l'heure, donc les ambitions de la Direction générale des impôts, et on avait décidé de revenir sur les mesures fiscales justement de la loi de finances exercice 2024. Il faut dire que c'est su. Maintenant, le fait d'être su, ça ne suffit pas parce que très souvent, on s'en mêle les pinceaux, on ne comprend pas forcément bien ce qui est décidé, quels sont les éléments nouveaux qui viennent. Nous avons un invité avec nous pour nous permettre un meilleur éclairage. Il s'agit de Amos Zongnaba, il est économiste, expert senior agréé en fiscalité. Il est aussi le fondateur de l'association Fiscalité et Développement Local AFDL. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Va. Merci d'être avec nous. On a vu la Direction générale des impôts qui a tenté de communiquer un peu sur ces, on va dire comme ça, ces mesures fiscales-là. Maintenant, on a des points, en tout cas sur lesquels nombre de questions reviennent. Vous êtes expert en fiscalité et c'est pour ça qu'on vous a sur ce plateau-là. Il a été question, par exemple, de l'institution d'une taxe spécifique sur le ciment. Et je pense qu'à l'évocation de cette taxe-là, on parlait de déperdition
des recettes pour l'État. C'était quoi l'ancienne formule? C'est quoi la nouvelle formule? Qu'est-ce que ça emmène? Et puis, vous savez, ceux qui ont des petits chantiers se posent la question, est-ce qu'on ne risque pas d'être impacté de façon très forte? D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Va. Merci également à la télévision Tri TV et Radio Watt FM. L'association Fiscalité et Développement Local est très heureuse d'être associée à cette émission, le journal du dimanche soir. Et c'est avec bonheur que nous sommes là ce soir. Nous profitons, avec votre permission toujours, adresser nos vœux de paix, nos vœux de santé, nos vœux de pleine réalisation des objectifs à la télévision et puis à la radio. Merci. Et que tout ce que nous avons comme vœux puisse se réaliser avec l'action individuelle et collective. Merci beaucoup. Merci. Pour revenir à la question, effectivement, la loi 042-2023 ALT portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État 2024 a institué des mesures fiscales. Je pense que ces mesures doivent être au nombre de 30. On ne pourra pas les passer, mais on va juste passer en revue quelques mesures. Et vous avez parlé justement de la TSC. La TSC, c'est la taxe spécifique sur le ciment qui remplace la taxe sur la valeur ajoutée qui était appliquée à la marge, à la vente de la marge du ciment. Et beaucoup se demandent, comme vous l'avez dit, est-ce que ça va impacter en hausse ou en baisse le prix du ciment? Et je pense que sur la question, il n'y a pas d'impact. Le consommateur, dans le principe, parce que ça ne touche pas le consommateur. Beaucoup même ne savaient pas que le ciment était imposé à la TVA, parce que c'est une TVA qui est payée par le producteur, notamment les cimenteries, ou encore l'importateur qui importe le ciment, et c'est payé une seule fois. Donc ça fait que les gens ne savent pas que si le ciment là était, le ciment était imposé à la TVA, parce que la façon d'imposer, ça ne touche pas directement le consommateur réel. Voilà. Donc maintenant, pourquoi on est passé de la TVA à la TSC, la taxe spécifique sur le ciment? Parce que, comme vous l'avez souligné et comme la Direction générale des impôts l'a souligné, il y avait des déperditions de recettes. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme c'est sur la marge, chacun déclare sa marge comme elle veut. Je parle de la cimenterie. Puisque la TVA n'était pas sur le prix de vente, mais c'était sur la marge. D'accord? J'ai acheté combien, j'ai revendu combien, quelles sont les charges que j'ai engagées pour pouvoir le faire, ou bien dans la production du ciment, quelles sont les charges que j'ai pu engager, notamment la matière première, les charges incombant au personnel et d'autres types de charges. Il faut inclure tout ça et à la fin dégager quelle est la marge sur le ciment. Et c'est sur cette marge-là qu'était appliquée la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, vous savez que, bien sûr, l'homme étant un homo economicus en économie, on aime le dire, il va travailler justement, certains travaillent plutôt à minimiser cette marge-là, de telle sorte que la TVA qui y résulte également est minime. Donc, ça faisait de la déperdition en termes de TVA net pour l'État. Donc, maintenant, on a estimé que il faut reconnaître aussi qu'il y a des cimenteries qui déclaraient à la normale, parce qu'il y a un prix à la moyenne qui s'applique au niveau du secteur. Donc, je vais dire la marge de la moyenne s'applique au niveau du secteur de la cimenterie. Et il y a certaines cimenteries qui déclaraient correctement. Il y a d'autres aussi qui ne le faisaient pas comme il se doit. Donc, cette TSC-là, la taxe spécifique sur le ciment, est maintenant imposable sur le taux d'imposition, c'est 2000 francs par tonne de ciment. Et c'est toujours les mêmes acteurs qui sont soumis à cette taxe. C'est-à-dire que le contribuable, enfin le consommateur, vous et moi, nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport à, à ce que ça va avoir une répercussion sur le prix nous concernant. Mais c'est les producteurs et l'importateur qui va être soumis à cette taxe spécifique de 2000 francs par tonne. Parce qu'il parlait ça n'impacte pas les changements que ce soit à la vente ou à l'importation. C'est bien ça. D'accord. On a aussi vu la question de la contribution spéciale pour le bénéfice des entreprises. C'est 2% du montant du bénéfice après impôt. Et comment ça se passe concrètement? Et puis, comme on sait que nous, on est toujours déclaratif, et comment derrière on est sûr que l'État a ce qu'il devrait avoir? Ça, c'est une très belle question, Monsieur Va, parce que toute la problématique réside là.
Et je dirais que la Direction générale des impôts ou l'administration fiscale a tous les moyens aujourd'hui de le faire. Peut-être que souvent l'administration est lente dans sa façon de faire, mais je pense qu'aujourd'hui tous les moyens sont là en termes de recoupement d'informations ou de renseignements qui puissent aider à comprendre. Vous savez que, comme vous l'avez dit, le système fiscal burkinabé est déclaratif, c'est-à-dire que c'est au contribuable de venir déclarer ce que lui il a eu comme bénéfice. Bon, il peut même dire qu'il n'a pas eu de bénéfice, ça arrive souvent, mais c'est déclaratif. Mais l'administration se donne le droit et le devoir de faire ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal peut se faire au bureau, comme ça peut se faire également dans les locaux de l'entreprise. Si c'est au bureau, on va appeler ça contrôle sur pièce, et si c'est dans les locaux de l'entreprise ou de la société, ça va s'appeler la vérification de comptabilité ou encore ce qu'on appelle la vérification sur place. Il y a également des enquêtes qui peuvent être menées, les enquêtes fiscales qui peuvent être menées, ou encore la recherche fiscale, ou même les renseignements qu'on peut avoir au niveau national et au niveau international qui permettent de pouvoir renseigner la Direction générale des impôts sur les prix réels ou en tout cas le bénéfice réel qui est appliqué par chaque entreprise. Donc, à l'occasion de ces contrôles, on passe en revue souvent les déclarations qui sont faites par le contribuable, si c'est par exemple au bureau, et si c'est au niveau de la vérification sur place, les agents des impôts qui vont pour la vérification s'assurent que les déclarations qui sont dans l'administration fiscale et la comptabilité qui est également au niveau de l'entreprise sont conformes. Et bien sûr, les deux sont conformes à ce que la loi dit de faire. Donc, en cette occasion-là, on pourra s'assurer effectivement que les 2% qui sont prévus par la loi 042-2023 ALT, portant la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État 2024, ces 2%-là sont effectivement appliqués. Je rappelle que les 2%-là, c'est après c'est le bénéfice après impôt. Voilà que les 2% s'appliquent. Parce que quand on entend les explications, ça dit qu'il y a des fiches même à retirer, il y a des éléments à remplir. Donc, exactement. Mais ça aussi, c'est une question, mais qui n'est pas forcément liée à ces mesures fiscales-là, mais c'est dans le fonctionnement même, justement, de ces impôts-là. Parce qu'on a l'impression que chez nous, la question du déclaratif, bon, c'est une question de bonne foi. C'est ça. Et alors qu'ailleurs, là où il y a des vases communicants entre certains services, ça permet, avec la digitalisation, les données qui sont au numérique, ça permet en tout cas de ne pas d'amoindrir au maximum certaines largesses. Pourquoi chez nous à chaque fois on parle de ces instruments, mais on a l'impression que on est dans une situation qui en tout cas, on entend à chaque fois digitalisation. Voilà. Mais on a l'impression que c'est toujours une dynamique qui est en cours. Vous avez peut-être raison parce que c'est une impression, mais je peux dire que dans la pratique, au niveau de l'association et quand on regarde, il y a un travail quand même qui est fait. Vous savez que depuis 2007, la Direction générale des impôts du Burkina Faso s'est engagée dans la digitalisation, comme vous le dites, pour non seulement faciliter le paiement de l'impôt aux contribuables, mais également pour l'administration elle-même, parce que ça permet à l'administration d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente en termes de recouvrement et de déclaration des impôts. Et comme vous le dites, ailleurs ça se fait, et chez nous également ça se fait. Peut-être qu'on ne communique pas assez souvent sur ces questions. Sinon ça se fait, comme j'ai parlé tout à l'heure de la recherche et des enquêtes fiscales, et quand vous voyez qu'on contrôle souvent les entreprises, c'est parce que derrière il y a tout un travail qui est fait. Un travail qui est fait non seulement au bureau, mais un travail de recherche, un travail d'enquête souvent qui est fait et qui permet de pouvoir disposer d'un certain nombre d'informations et de renseignements avant de venir chez le contribuable pour s'assurer que ce qu'il a déclaré là c'est correct par rapport à la loi. Et justement cette digitalisation dont vous parlez intervient pour beaucoup parce que c'est ça qui permet de faire les recoupements. Je prends un exemple pour ne pas trahir le secret, mais je prends un exemple pour que les gens comprennent. Tu dis par exemple que l'entreprise dit par exemple qu'elle n'a pas réalisé de bénéfices ou bien qu'elle n'a pas par exemple acheté des motos. Voilà, mais grâce par exemple à la douane qui donne, j'allais dire, l'ensemble des importations qui sont rentrées dans le territoire, on se rend compte que l'entreprise a importé par exemple 100 millions de motos.
Voilà. Et en ce moment, c'est une information qui permet à l'administration de se demander pourquoi, par exemple, M. Vaha, qui est une entreprise, a son entreprise et déclare, par exemple, que lui, il n'a pas encore, qu'il n'a pas acheté de moto, pour qu'on ne puisse pas lui demander, par exemple, la taxe sur les véhicules à moteur. C'est un exemple que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, vous voyez que à travers le recoupement d'informations qui sera là, à travers notamment la douane et même peut-être la DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, cela nous permet d'avoir une idée de ce que vous avez pu faire comme non seulement importation de véhicules ou de motos, ou également de permettre de savoir qu'est-ce que vous avez pu immatriculer ou mise en consommation, en circulation plutôt durant la période. Donc vous voyez que cette information, par exemple, est donnée grâce à la digitalisation. Et il y a un système de recoupement d'informations qui permet de le savoir. On va revenir sur Donc je vais inviter aux fraudeurs de faire... voilà, c'est pas la peine de se fatiguer pour certaines choses, parce que tout ou tard l'administration va être mise au courant. Dans les recoupements, il y a des vases communicants. D'accord, on le comprend. Bon, on revient toujours à ces mesures fiscales-là. Et quand on les lit, on les énumère, il y en a 30, hein, vous disiez. Mais on voit la question des exonérations. C'est ça. Et quand on voit, il y a même des élargissements qui ont été faits. C'est-à-dire quand on pense sur la partie des produits pharmaceutiques et autres, Absolument. on a l'impression qu'il y a d'autres nouveaux produits qui viennent. Il y a aussi la question de l'importation dans le cadre agricole et tout. Ça. Bon, si c'est la question militaire, on comprend en même temps. Mais pour le reste, on se demande, bon, pour un pays qui est dans la situation qui est la nôtre, où on essaie de piocher un peu partout, comment on se retrouve dans un élargissement de ces questions-là? Et puis comment sur le point de la fiscalité, comment les choix aussi sont opérés? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Il faut rappeler que les exonérations qui font partie des dépenses fiscales, parce que chaque année c'est évalué, et ça permet de savoir quel est le manque à gagner pour l'État. Donc les exonérations sont un système qui permet de ne pas faire payer l'impôt à quelqu'un qui devrait le faire. C'est ça une exonération, qui est un peu différente de l'exemption, parce que l'exemption, ça veut dire que carrément la personne ne devait même pas payer l'impôt. D'accord? Il faut qu'on se comprenne déjà sur les deux points. Et maintenant, si l'exonération, on le fait, il y a généralement 3 objectifs qui sont visés par une exonération. Il y a l'objectif, bien sûr, des objectifs économiques, c'est-à-dire qu'on peut faire des exonérations pour inciter, par exemple, les consommateurs à aller consommer le produit parce que ça devient beaucoup moins cher. Et donc, j'allais dire, la demande de ce produit va aller crescendo. Comme ça peut être des objectifs financiers, c'est-à-dire qu'on voit que ce que l'État même va mettre en termes d'argent pour recouvrir l'impôt en question là, c'est une perte. Donc on peut exonérer. Comme ça peut être également des objectifs sociaux, c'est-à-dire que on vise une frange de la population, une catégorie de la population, parce que peut-être c'est des vieilles personnes, parce que peut-être c'est des enfants, peut-être parce que c'est des personnes démunies. Pour ce type de personnes, on dit bon, parce que vous n'avez pas assez de moyens pour payer l'impôt, pour des questions de gêne ou bien des questions de je vais pas dire de pauvreté, alors pour ces gens-là, on les exonère pour que leur pouvoir d'achat puisse s'améliorer. Donc c'est les 3 types. Pour revenir maintenant à ce que vous avez évoqué concernant par exemple l'élargissement de certains produits, notamment les produits liés à la santé, voilà, ce sont généralement des produits qui sont exonérés. Mais ces produits-là, quand vous les remarquez, c'est des produits qui sont accompagnés par un code. C'est des produits qui sont issus du TEC. Le TEC, c'est le tarif extérieur commun, et nous faisons partie de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc, justement, dans le cadre du TEC de la CEDEAO, il y a le TEC de la CEDEAO qui a été mis à jour en 2022. Donc, il y a une liste de produits qui avait été également introduite en termes d'exonération qu'il faut faire. Donc, c'est ça que le législateur burkinabé vient d'intégrer dans notre législation pour dire que ces produits-là sont exonérés. Et ça, c'est dicté, bien sûr, par la législation communautaire. Et on revient sur la question du renforcement du dispositif régissant les sanctions en matière de taxes sur les véhicules. Tout à l'heure, vous parliez de cela, le véhicule à moteur. Est-ce que c'est la preuve déjà aussi que les citoyens, de façon générale, ils savent que ça existe, mais il fait comme s'il ne le voit pas. Parce que là, c'est un peu sur la table, on a l'impression. Oui, au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local AFD, nous sommes très sensibles à cette taxe. Pourquoi? Parce que c'est une taxe dont les recettes vont dans les budgets des collectivités territoriales, notamment la région et puis la commune. Donc, pour cette taxe qui a été instituée en 2018 pour l'exécution du budget de 2019, on peut dire que c'est une taxe qui fait son petit bonheur
bonhomme de chemin en termes de recouvrement. Quand je prends par exemple 2022, nous étions à plus de 1 milliard 257 millions de recouvrement sur une prévision de 1 milliard 207. Donc on peut dire qu'on a dépassé. Quand on prend également 2023, on était sur la bonne tendance, même si il y avait quand même des éléments manquants au niveau de la législation. Pourquoi les éléments manquants? On avait institué la taxe en 2019 sans préciser. Vous savez que quand on dit que c'est une obligation, mais qu'on ne donne pas de sanction, finalement ce n'est plus une obligation. Voilà. La sanction n'existe pas. La sanction n'existe pas. Donc en 2023, avec la loi de finances de 2022 pour l'exécution 2023, on a institué une sanction de 25% pour ceux qu'on prend lors des contrôles. Maintenant, et ceux qui viennent en retard? Ça, il n'y avait pas de sanction. Voilà, donc cette année, avec la loi de finances 2024, on a dit maintenant, pour ceux qui viennent après le 31 mars, parce que le 31 mars, c'est le délai légal pour le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur, pour ces personnes-là, alors il y aura une pénalité de 10% qui leur sera appliquée. Et cette pénalité ne doit pas être inférieure à 1000 francs. Et quand je prends un exemple, pour celui qui paye, qui a par exemple Yaris, le petit Yaris, il va payer 7 000 francs l'année. Et il a jusqu'au 31 mars 2024 pour payer pour l'année 2024. S'il ne paye pas, s'il vient le 1er avril 2024, pour payer la taxe, on va lui appliquer une pénalité de 10%. 10% de 7 000, en principe, c'est 700 francs. Mais la loi dit que ça ne doit pas être en dessous de 1 000 francs. Donc, on va lui réclamer 1 000 francs comme pénalité, en plus des 7 000 francs qu'il devait payer. Donc, il va payer finalement 8 000 francs. Alors que ça, c'est différent des 25% de pénalités qui sont dues lorsqu'on vous prend lors d'un contrôle. Ça veut dire que vous n'êtes même pas allé déclarer. Vous voyez que là, la sanction est crescendo. Voilà, donc il y a 10% pour ceux qui viennent d'eux-mêmes et il y a 25% pour ceux qui on prend lors des contrôles. Donc, pour revenir à votre question, je peux dire que de façon générale, s'il y a une taxe qui a eu assez de publicité, j'allais dire, qui a réveillé l'esprit patriotique de certains contribuables, c'est bien cette taxe-là. Parce que comme c'est une taxe, je l'avais dit, dont les recettes sont destinées aux collectivités, au budget des collectivités, cela a fait que ça a donné un engouement. Et je vous rappelais un peu les chiffres en termes de recouvrement qui sont donnés par la Direction générale des impôts. On peut dire que quand je prends 2023, sur une prévision de 1 milliard 114 millions, au 31 mars 2023, nous étions à 789 millions environ. Quand vous regardez, c'est une prévision, alors que 31 mars, c'est le délai. Donc ça, on peut booster. Il faut booster. Pour booster, il faut qu'il y ait, comme je l'ai rappelé, tant qu'il n'y a pas de sanction, les gens ne voient pas l'intérêt de se bousculer pour aller payer. Donc c'est pourquoi je pense que le législateur a travaillé à ajouter la pénalité de 10%. Je rappelle qu'il y a des Burkinabés qui payent. Comme je l'ai rappelé, ce montant que j'ai donné, ce sont des Burkinabés qui ont payé. Évidemment. Et il y a beaucoup qui sont très civiques, comme il y a beaucoup aussi qui tentent toujours de frauder, qui tentent toujours de ne pas payer l'impôt. Et je rappelle, dans ce contexte bien précis, c'est bien de clamer son patriotisme, c'est bien de dire que nous aimons le Burkina, mais la meilleure façon de le démontrer, c'est en payant nos impôts et taxes. C'est en cela que nous allons avoir des recettes, nous allons avoir de l'argent pour pouvoir non seulement investir dans la lutte contre le terrorisme, mais également investir en ce qui concerne le développement. Et je l'ai rappelé, cette taxe sur les véhicules à moteur va donner de l'argent aux collectivités, la région et la commune. Qui parmi nous n'a pas une région, n'a pas un village, n'a pas une commune, n'a pas une région? Donc, cet argent va être remis à ces collectivités-là pour travailler au développement au niveau local. Comme nous le disons au niveau de l'AFDL, nous pensons que le développement ne peut pas venir d'en haut. Ça, nous sommes convaincus de ça. Le développement est toujours impulsé par la base. Et la base, c'est où? C'est à partir des villages, c'est à partir des hameaux de culture, c'est à partir de la commune, c'est à partir de la région, avant de remonter au niveau de l'État central. Donc, pour pouvoir également impulser le développement, il faut
faut que les communes et les régions puissent disposer des ressources. Et c'est justement à travers cette taxe, bien sûr plus d'autres taxes, que les communes peuvent disposer d'assez d'argent pour pouvoir investir dans le développement au niveau de la base. J'ai lu aussi dans les mesures, je ne sais plus à quel niveau, concernant justement la question des répartitions, parce que vous disiez au niveau local aussi, il y a des éléments qui doivent revenir, mais il y avait des difficultés parce que quand on faisait on ponctionnait, après pour répartir ça devenait compliqué. J'ai l'impression que dans cette nouvelle mesure-là, c'est réglé. Oui, les clés il y a un arrêté, voilà, une clé de répartition qui est bien connue. Je pense que pour l'année, c'est vrai qu'effectivement, entre temps, il y avait des difficultés, mais je pense que ces difficultés ont été aplanies. Okay. Voilà, et les collectivités ont reçu leur dû pour ce qui concerne, je pense, de tout ce qui est de la TVM jusqu'en 2022. Ça a été distribué en 2023, je crois bien. Voilà, tant mieux alors. Ouais, parce que pour le local, au niveau local, ils ont vraiment besoin de ça. Absolument, ils ont besoin de ces ressources-là. Et je vous dis que pour certaines communes, c'est pratiquement les principales ressources qu'elles disposent. Parce que quand vous regardez, il y a pratiquement pas grand-chose en termes d'assiette fiscale, donc elles attendent beaucoup de ça. Et il faut noter aussi que dans la répartition, il y a une certaine péréquation qui se fait. Même si dans votre commune, on n'est pas venu payer, il y a quand même un minimum que vous recevez en termes d'argent. C'est un peu comme le Fonds minier pour le développement local. C'est fait pour qu'il y ait cette solidarité entre les collectivités territoriales. Et il y a la question de la déductibilité des charges aux dons, subventions, libéralités qui sont faits à l'État. Et quand on regarde, il y a aussi la benne élargissement. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas éviter les abus? C'est-à-dire qu'on vient en sauveur, en celui qui vient apporter l'aide, en fait parce qu'on a envie aussi après, parce que dans la déduction, si on gonfle bien, on a la bonne déduction, c'est ce qu'on se dit. Comment on fait pour ne pas être piégé? Vous avez de très bonnes questions, décidément. Est-ce que la Direction générale des impôts ne va pas vous débaucher finalement? Est-ce que vous travaillez à... Non, ce que vous dites est tellement juste et fondé. Mais je dirais que nous sommes dans un contexte où l'État a besoin d'argent. Vous savez déjà qu'en 2020-2021, lorsqu'il y a eu la crise Covid, il y a quand même des Burkinabés, des entreprises nationales qui ont fait des efforts d'accompagner l'État dans ces moments de difficulté. Voilà. Et dès ce moment, on avait commencé déjà à échanger sur la question parce que tout ce soutien financier et matériel qui est apporté à l'État n'est pas souvent dans la loi. La déductibilité posait problème, en tout cas l'entièreté posait problème. Quand vous lisez l'article 71 du Code général des impôts, il est dit là-bas que lorsque on fait des dons, des libéralités ou des subventions, j'allais dire à des associations, à des philanthropiques, par exemple reconnues d'utilité publique, c'est déductible à hauteur de 3 pour 1000, ou si vous voulez de 0,3% du chiffre d'affaires hors taxe. Ok. D'accord. Mais quand vous regardez, tous ceux qui font des dons aujourd'hui, ou bien qui ont fait des dons, dans le principe, quand vous regardez dans ce que j'ai énuméré, l'article 71, l'État ne ressort pas là-bas. On n'a pas dit celui qui a fait un don à l'État. On a dit celui qui a fait un don aux associations reconnues d'utilité publique. D'accord, que ce soit culturel, sportif ou en tout cas social. Pour ce type-là, les fondations par exemple, c'est déductible à hauteur de 0,3% ou de 3 pour 1000. Mais il n'y a pas l'État. Alors que des gens, dans ce contexte que nous voyons, accompagnent l'État, font des dons. On a vu même comment des gens contribuent toujours à travers l'appel qui a été lancé à soutenir l'État à travers des moyens financiers. Alors, on permet justement à ces entreprises-là de déduire en entièreté. Mais ça ne veut pas dire que, bon, moi j'ai annoncé que j'ai donné. Non, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves que, effectivement, vous avez soutenu l'État à travers tel montant, et c'est déductible. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il peut arriver des abus. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des contrôles qui se font. Lorsque l'administration fiscale va faire le contrôle, il faut qu'on s'assure bien sûr que tout ce que vous avez dit, que vous avez déduit au nom de, au nom du soutien que vous avez apporté à l'État, c'est vérifié et c'est vérifiable. Si vous avez dit que vous l'avez fait, mais qu'il n'y a pas de pièce, il n'y a rien qui sous-tend ce soutien financier apporté à l'État, alors bien sûr, il y a problème et vous ne pourrez pas déduire ça fiscalement. Si vous l'avez déduit, en cas de contrôle, on
va, ce que nous appelons très souvent un redressement, c'est pas un mot que les gens aiment, mais bon, l'administration fiscale procédera à un redressement pour rétablir l'État dans ses droits. D'accord. Parlons de droit justement, il y a la question du recouvrement forcé. Il y a des choses que les gens n'aiment pas. On va poser des questions qui fâchent. Et on remarque qu'il y a des précisions maintenant qui sont apportées sur le point de départ même de la mise en œuvre de la procédure du recouvrement. Maintenant, il y a un autre aussi point, mais ça c'est je pense c'est celui qui vient même après cela, c'est la question des fermetures. Ouais. Il faut maintenant notifier 72 heures avant. C'était comme ça ou bien... Parce que quand on lit, on a l'impression que avant on vient et puis on ferme. Non, c'était pas écrit expressement. D'accord. Alors, c'était pas codifié. Voilà, c'était pas codifié, c'est le mot. Alors, c'était pas codifié, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait était illégal. Okay. Mais c'était une interprétation qui avait été faite. Parce que vous savez que dans la procédure de recouvrement, l'État ou bien l'administration fiscale ne se lève pas comme ça pour venir commencer le recouvrement forcé. Il y a ce qu'on appelle d'abord le recouvrement amiable. Le recouvrement amiable, lorsque vous déclarez et que vous ne payez pas, l'administration fiscale vous relance. D'accord, on peut vous relancer à travers une correspondance, on peut vous relancer par téléphone, on peut vous relancer par plusieurs canaux. Ensuite, l'administration fiscale vous donne ce qu'on appelle des avis. Les avis, c'est les avis de mise en recouvrement. Et l'administration fiscale vous dit que vous avez 8 jours pour payer ce que vous avez déclaré. Si dans les 8 jours, vous ne payez pas, l'administration fiscale vous envoie ce qu'on appelle un AMR. L'AMR, c'est un AMD plutôt. Un AMD, c'est un avis de mise en demeure. Vous avez eu 8 jours pour payer à travers l'AMR, vous ne l'avez pas fait. Après, il y a un autre avis qui suit, qui s'appelle l'avis de mise en demeure. Et là, on vous donne 5 jours. Avant que ce qui se passait, c'est que après les 5 jours, c'est comme si la procédure amiable est terminée. Donc, le receveur des impôts peut déjà enclencher la procédure de recouvrement forcé. Et la procédure de recouvrement forcé, il y en a plusieurs. Ça peut être la fermeture, ça peut être la saisie de vos comptes, ça peut être plusieurs. Ça peut être en tout cas la suspension, beaucoup d'autres choses qui sont prévues par la loi. Maintenant, dans la pratique, on a vu qu'il y a souvent des difficultés. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de plusieurs interprétations, c'est bien que ça soit clairement dit dans le code que pour pouvoir fermer une entreprise, alors le receveur ou l'administration fiscale doit lui adresser 72 heures en avance un avis pour lui dire que, bon, vu, notamment les avis de mise en recouvrement, les relances, les avis de mise en demeure que vous n'êtes pas exécutés, alors dans un délai de 72 heures, on va procéder à une fermeture administrative. Comme on peut également enclencher la procédure de recouvrement forcé, comme l'article, le Code général des impôts le précise. Donc je dirais que c'est une codification, c'est précisé pour que l'interprétation, pour qu'il n'y ait plus une ambiguïté dans l'interprétation. En tout cas, merci pour les éclairages que vous avez apportés. On a mieux compris toutes ces mesures-là. Ça a été un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes économiste, expert senior agréé en fiscalité, fondateur de l'association Fiscalité et Développement Local FDL. Merci beaucoup à Monston Namba d'être passé. Merci beaucoup à vous, M. Va. Merci à la télévision True TV. L'AFDL est toujours très heureuse d'être associée à ce genre d'émissions qui permettent aux populations à la base de comprendre ce que c'est que l'impôt. Et c'est notre credo, parce que nous travaillons à ce que les gens comprennent l'impôt, que les gens comprennent que l'impôt n'est pas contre nous, mais l'impôt est d'abord pour nous. C'est bien dit. En tout cas, merci d'être passé et vous pourriez nous suivre encore sur la radio quand vous serez en voiture en rentrant, parce que le JDS c'est aussi à la radio, donc comme à la télé pour ceux qui nous regardent. La dernière des rubriques, c'est celle sport et c'est maintenant. Et dans cette partie sport, on va parler de cette CAN-là, Coupe d'Afrique des Nations, qui bat son plein du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villes qui accueillent donc cette compétition-là. On va aller avec la cérémonie d'ouverture qui a été couplée au premier match. Le match d'ouverture qui a vu l'opposition Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau 2-0, score final de la rencontre.
Entrée réussie pour les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Djotos de la Guinée-Bissau en match d'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans un stade surchauffé à la suite d'une superbe cérémonie d'ouverture, les hommes de Jean-Louis Cassé ont tout fait pour se faciliter la tâche. Il leur faut seulement que 4 minutes pour déverrouiller la défense bissau-guinéenne. Bien lancé aux abords de la surface, Seko Fofana, au prix d'un petit numéro, envoie la balle se loger dans les filets de Djoko, le dernier rempart des Djotos. Le match est lancé. Les Ivoiriens lancent leur CAN de la meilleure des manières possibles et mènent 1-0. Si les débats s'équilibrent quelque peu tout au long du premier acte de cette partie, Seko passe tout près du doublé à la 34e minute, mais les doigts de Djoko repoussent la balle sur la transversale. Partie remise pour les éléphants qui se contenteront de ce maigre avantage au moment de regagner la pause. De retour des vestiaires, les éléphants ne se font pas embarrasser pour consolider leur victoire. Au prix d'un superbe enchaînement, Jean-Louis Crasso signe le deuxième but de son équipe, une réalisation qui permet aux Ivoiriens de mettre fin au débat dans un stade Alassane Ouattara en ébullition à la 58e minute. En mode gestion, les éléphants terminent la rencontre avec cette victoire et se positionnent directement en tête du groupe A avec 3 points. De bon goût puis la suite de la compétition, d'autant plus que le prochain adversaire s'appelle le Nigeria et son impressionnante armada offensive. Nous sommes de plein pied dans cette canne-là, nous le disions. J'ai un invité avec moi que vous allez découvrir. Il est déjà passé plusieurs fois à ce JDS, Journal Dimanche Soir. Adjouma Sirima, président de l'association des footballeurs du Burkina Faso. Et il faut dire aussi que c'est un ancien international. Quand même, 95, il était à l'équipe nationale avec l'entraîneur Saboteur. Donc, c'est les beaux jours de notre football. Bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. Merci d'être avec nous. Merci. C'était un plaisir. Une CAN, hein, comme on l'a vu, la cérémonie d'ouverture, lancement et premier match. Mais avant de venir à cela, pour un joueur, c'est quoi une CAN? Bon, pour un joueur, une CAN, c'est un challenge qui ne se vit pas à tout moment parce que c'est chaque 2 ans. Si. Voilà, donc il faut être prêt le jour J. Voilà. Et pour vous qui êtes passé à l'équipe nationale, c'est forcément aussi une consécration quand on a ces moments qui sont forts. Effectivement, parce que comme je le disais tout à l'heure, une CAN, ce n'est pas permis à tout le monde. Si. Voilà, dans un pays, il y a beaucoup de joueurs et parmi ces joueurs, si tu as la chance d'être sélectionné pour aller défendre les couleurs nationales, voilà, je pense que c'est déjà un couronnement de tout le travail que tu as fait pendant toutes tes différentes saisons. Et c'est une fierté aussi de représenter ton pays et essayer de remporter le trophée. D'accord. Vous avez pu voir la cérémonie d'ouverture. Quel a été votre regard là-dessus? Parce qu'on attendait aussi beaucoup la Côte d'Ivoire hein, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de vendre ses événements. Est-ce que pour vous, ça a eu toutes les promesses? Oui, pour moi, c'est vraiment une première parce que je me rappelle, j'étais encore un peu jeune, de Côte d'Ivoire 84. Okay. Voilà, par rapport à la cérémonie de cette année, il y a vraiment un grand changement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vraiment, c'est par l'occasion féliciter les autorités ivoiriennes pour tout ce qu'elles ont pu faire afin que cette grande messe du football africain puisse avoir lieu sur la terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire que vous connaissez assez bien, hein. Pour y être né, pour avoir joué aussi, vous avez fait quand même les petites catégories, je pense. C'est quoi? C'était à l'Africa Sport Junior, Cadet. Oui, le Soka après. C'est un pays qui aime bien le ballon, qui aime bien le foot. Effectivement, c'est un pays de football. Et même très souvent, connaissant le pays, Abidjan est tellement saturé, il y a très souvent problème d'infrastructure, problème de terrain. Et nous, quand nous étions petits, on jouait même sur le goudron. Parce que, on n'avait pas de terrain, on joue le maracana sur le goudron. Et ce qui fait que beaucoup de joueurs sont techniques parce que l'espace est petit. Et dans ces petits espaces, il faut arriver à dribbler, à pouvoir marquer des buts. Donc, ce qui fait que vraiment, beaucoup de joueurs ivoiriens sont talentueux. En tout cas, on est dans un pays qui aime bien le ballon rond. On a tous les fruits de football qui sont aujourd'hui à la CAN. Maintenant, la question de du lancement, tout ça, c'est fini. On est dans les confrontations. On a vu le premier match déjà, celui ivoirien, qu'on a partagé tout à l'heure.
il faut se dire qu'il y a une Guinée équatoriale, il y a plutôt la Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée à faire quand même un 2-0 qui ressemble à un score qui est, quoi qu'on dise, assez intéressant face à la Guinée-Bissau. Mais quand vous regardez dans le fond de jeu, vous vous dites que les Guinéens auraient pu titiller un peu plus, ils auraient pu obtenir quelque chose. Bon, je me dis que c'est une équipe qui est encore beaucoup jeune, qui n'a pas trop l'expérience de cette compétition par rapport à la Côte d'Ivoire, qui a déjà des étoiles sur son maillot. Et sans oublier le match dès le départ, la Côte d'Ivoire est rentrée en force. Les 15 premières minutes, la Côte d'Ivoire a pressé la Guinée-Bissau et a pu scorer dans les 15 premières minutes, et ce qui a un peu perturbé les plans de la Guinée-Bissau. C'est vrai que le but qui a été encaissé assez tôt pour la Guinée-Bissau l'a vraiment déstabilisé, et on a vu une Côte d'Ivoire aussi qui est revenue un peu sur terre, parce que ils ne se sont pas laissés faire, les Guinéens. Mais bon, c'est les Bissau-Guinéens, mais bon, on a le score de 2-0. C'est bon pour souvent l'équipe du pays qui accueille. Ça permet de garder la ferveur. Non, effectivement, parce qu'en général, pour un match d'ouverture, il y a beaucoup de pression sur les épaules des footballeurs, et surtout ceux qui jouent à domicile. À domicile, voilà, c'est ça. Ils ont la peur de vouloir ne pas bien se donner dès le départ. Et donc, toute cette pression fait que souvent les joueurs rentrent difficilement dans les matchs. Mais bon, contrairement à la Côte d'Ivoire d'entrée de jeu a vraiment pressé l'équipe bissau-guinéenne et a pu scorer. Et bon, j'entends de part et d'autre des gens dire que la Côte d'Ivoire n'a pas bien joué. Moi, je me dis, l'essentiel, c'est les 3 points. Voilà, 3 points. Parce que les 3 points, c'est déjà très important et c'est un capital confiance. Si aujourd'hui, on nous donnait l'occasion, les étalons pouvaient gagner jouer les matchs et mal jouer et gagner les 3 points, moi, j'allais signer tout de suite. Les 3 points, c'est l'essentiel. La manière, c'est pas ça le souci. Voilà. Et aujourd'hui, on a eu droit, il y a un match qui normalement devrait avoir commencé, non? C'est Ghana-Cap-Vert, si je ne m'abuse. On a eu droit déjà à 2 matchs, c'est Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique. Mais quand vous regardez, cette CAN, elle est en train de réserver des surprises, comme la plupart des CAN d'ailleurs, parce qu'il y a un nivellement maintenant des équipes. 1-1, Nigeria, Guinée équatoriale. Quel regard sur ce match-là? Bon, tout ça, ça dit que c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petites nations de football. Tout le monde est en train de travailler à élever son niveau. Voilà. Et le Nigeria était d'abord mené et puis a pu revenir au score. Donc, il fallait que le Nigeria bataille fort pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. Ça veut dire que même le deuxième match aussi, ça a été le cas. L'Égypte menait en première période. En deuxième période, le coach de l'équipe adverse a changé ses plans et est revenu au score et a mis le deuxième but. Nous, c'était l'expérience du défenseur qui a un attaquant qui donne dos à ses poteaux. Pourquoi chercher à lui taper dans le pied? Donc, c'est ce qui a envoyé l'illégalisation de l'Égypte. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de petites nations. Tout le monde est au même niveau. Maintenant, c'est l'ensemble, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des équipes qui travaillent en bloc pour pouvoir vraiment bien faire dans cette compétition. En tout cas, Nigeria qui se fait accrocher par la Guinée équatoriale, l'Égypte avec Salah, le grand Salah, mais qui était aussi en difficulté aujourd'hui. L'Égypte qui revient, on va dire, au match nul. Mais ça, il faut chercher avec le sifflet. Bon, mais on n'a pas fait la fine bouche. Il y avait une faute et il y a ce 2 buts partout. Il y a Ghana-Cap-Vert tout à l'heure. Bon, c'est en train de se jouer. Mais revenons maintenant à ce que nous attendons tous. C'est la sortie des étalons. Quand on est en train de regarder, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas dans la poule à regarder que, bon, avec lui, là, on va prendre nos points. C'est ce que cela veut dire aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur, on a la Mauritanie, on a l'Angola et on a l'Algérie. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de petites équipes. Mais ce qui me rassure, quand je vois notre équipe nationale, la CAN 2021 au Cameroun, c'est à peu près les mêmes joueurs qui sont là. C'est-à-dire la majorité de ces joueurs sont là. Ça fait un bonus confiance. Et même les derniers matchs qu'on a joués, le dernier match avant de venir à la CAN, on a gagné. Ça met les joueurs dans une bonne position, dans une position de confiance. Et on n'a pas trop entendu de bruit autour de cette équipe. Le ministère des Sports a mis les petits plats dans les grands et mettre les joueurs dans les conditions. Aujourd'hui, je pense qu'avant d'aller même au recrutement à Dubaï, les joueurs étaient rentrés en possession de leur prime de sélection
je pense qu'avec tout ça, on va faire un bon résultat à la CAN. D'accord. C'est vrai que bon, on ne va pas revenir sur beaucoup de choses. Il y a souvent la critique. Non, est-ce que le sélectionneur fait de bons choix? Est-ce qu'il n'en fait pas de bons choix? Je pense qu'aujourd'hui, tout ça c'est fini. Ça c'est derrière nous. C'est la question du terrain et de la pelouse qui va parler. Mais tout de même, quand on est dans ce moment où il y a des regroupements, on attend le match qui se fait, chez les joueurs, quels sont les moments décisifs? C'est des discours que tiennent l'entraîneur avant, c'est les petits moments qu'ils passent ensemble. Qu'est-ce qui blinde vraiment le groupe? Bon, pour moi, c'est l'ambiance qui règne au sein du groupe. Et si l'ambiance est bon enfant, voilà, il n'y a pas de souci pour qu'on puisse faire des grands matchs. Aujourd'hui, à distance, quand je regarde l'équipe et je vois les différentes séances d'entraînement, je vois que le groupe vit bien. Et ça me rassure, comme je l'ai dit, dans ma posture, pour dire que cette année, l'équipe va faire des prouesses. Mais quand on regarde, est-ce qu'il n'y a pas une grosse pression aussi? Parce que Boaké, c'est presque à domicile. Hein? Non, effectivement, on a vu l'accueil. Oui, justement, il y a beaucoup de sportifs qui y sont. Et les enfants, aujourd'hui, étant en manque de jeux à côté de notre public, je pense que ça vaut bientôt plus de 3 ans. Les étalons ont joué tous les matchs à l'extérieur, au Maroc. Voilà. Donc cette année, avec cette CAN en Côte d'Ivoire, on est chez nous, puisque le contingent burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire, sans oublier les supporters qui se sont déplacés à partir de ce matin, très tôt, à partir de 5 h du matin. Voilà. Je pense que les enfants ne seront pas dépaysés et ils vont donner le maximum pour pouvoir satisfaire le peuple burkinabé dans sa résilience. En tout cas, on va croiser les doigts et puis attendre notre prochain match. Notre premier match, c'est le mardi. Le mardi face à la Mauritanie. Et quand vous regardez l'équipe mauritanienne, est-ce qu'il nous faut... Parce qu'il y en a qui disent, bon, la Mauritanie, c'est prenable. Est-ce que ça, c'est pas un piège? Non, comme je l'ai dit, on ne peut pas prendre une équipe de haut. Voilà, tout se passe sur le terrain, sur le rectangle vert. Et moi, quand je vois notre groupe, quand je vois notre équipe nationale, avec tout ce qui se passe comme ambiance dans le groupe actuellement, je sens qu'on pourra faire de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser des questions. Chaque match, c'est chercher 3 points. Justement. C'est-à-dire qu'il faut faire comme la Côte d'Ivoire. Le premier match, l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Voilà. Et comme je l'ai dit, si toutefois on me demandait de mal jouer et avoir les 3 points, j'ai signé pour qu'on puisse l'avoir. D'accord. En tout cas, merci. Merci à toi, Adjouma Sirima, d'être passé sur ce plateau. On va, en tout cas, tout le long de cette CAN, pouvoir avoir ces regards-là, parce qu'on voit les matchs qui sont en train de se jouer et on espère le meilleur pour nos étalons, et on espère que dimanche prochain, lorsque nous reviendrons ici, c'est pour ressortir les hauts faits de nos étalons. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci encore à Adjouma Sirima. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des footballeurs du Burkina Faso. Cela met aussi un point final à ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à partager et à vivre avec vous. Nous allons espérer nous retrouver dimanche prochain et le souhait, d'ici là, portons-nous bien.